Bonjour à tous, je suis Laure Lewis, responsable du pôle international chez Carte Financement. Carte Financement est une société de conseil spécialisée en financement immobilier pour les clients non résidents, les entreprises et les professionnels de l'immobilier. Carte Financement, c'est environ une société d'une vingtaine de personnes qui rayonnent sur tout le territoire national et qui appartient au groupe Irbis Finance. Irbis Finance est une société spécialisée dans les solutions d'épargne pour les clients particuliers, les entreprises et les institutionnels, avec à ce jour 3 milliards d'euros sous gestion. Je remercie l'UFE d'avoir organisé ce webinar pour m'adresser aux Français de l'étranger basés sur la zone Europe. Hem, pour moi, c'était important d'intervenir en cette fin d'année. L'année, sur le plan du crédit immobilier a été, très chahutée, et je voulais vraiment, venir vous donner quelques clés de compréhension sur le pourquoi nous en sommes là. Comment voit-on les choses pour la suite et comment s'armer au mieux pour appréhender une demande de prêt? Parce que c'est pas toujours simple quand on est non résident. Et surtout, quel est notre positionnement sur, les mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Et quel est notre, ressenti? Voilà. Donc crédit immobilier, à quoi s'attendre d'ici la fin de l'année? Je vous propose déjà un premier point sur, l'actualité, du marché, immobilier, puisque par rapport à 2022, clairement, on assiste à une baisse. Sachez tout de même que 2022 est une année exceptionnelle, hein, on a vraiment vécu des années exceptionnelles comme vous le savez. Donc on enregistre une baisse de 15 par rapport à l'an passé sur le volume des transactions sur le territoire national et on peut peut-être regarder aussi, en Île-de-France parce que cette baisse est très marquante, hein. On est à -25 sur les appartements et -27 pour les maisons et bien sûr le fameux baromètre, parisien, du prix au mètre carré est passé sous la barre des 10 000 €. Donc ça, c'est assez révélateur de ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer. Clairement, on observe des baisses. Après, ce ne sont pas des baisses significatives, mais on peut voir des vendeurs qui acceptent plus facilement des offres qui ne sont pas forcément au prix. Voilà, bien sûr, on le sait, hein, le marché de l'immobilier, il est pénalisé aussi par le resserrement des conditions de financement. Parce qu'au-delà du fait que les taux ont énormément augmenté, le crédit français est aussi, très réglementé. C'est-à-dire qu'il y a des taux d'usure, donc des fameux taux plafonds. Donc les banques n'ont pas pu prendre les marges qu'elles auraient dû prendre sur le crédit cette année. Il y a moins de liquidités. Il y a aussi eu la hausse, du coût des travaux pour tout ce qui est rénovation et avec le projet du gouvernement sur tout ce qui est, performance énergétique des logements, les Français se sont vraiment, focalisés sur les biens qui avaient une bonne note énergétique. Donc tout ça a fait que ce marché a été, plus en retrait, cette année en 2023 et surtout, on peut voir vraiment une baisse significative, hein, sur le crédit. Là, on assiste, hein, sur, 12 mois glissants, à une baisse de 44 de la production de crédit et il y a eu aussi une augmentation des refus de prêts, hein, auprès des banques. Les banques ont été beaucoup plus difficiles en termes de critères d'octroi, au-delà encore une fois de plus du taux d'intérêt qui a énormément augmenté et on a pu assister aussi à un rallongement, hein, de la durée des crédits. Donc, par exemple, on est passé d'un rallongement de 8 mois en l'espace d'une année. Donc c'est assez révélateur de ce qui est en train de se passer, hein. C'est que, la hausse des taux d'intérêt a vraiment pénalisé aussi le pouvoir d'emprunt et donc, pour pallier à cela, les ménages français ont emprunté sur des durées plus longues. Et quand je vous parlais de la hausse du taux d'intérêt, si on prend une pause à octobre 2022, par rapport à octobre 2023, on passe de 2 versus, on passe à 4 pardon versus 2 l'année dernière, donc très, 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 très significatif. Et la bonne nouvelle malgré tout, c'est, la hausse du taux d'usure, donc c'est-à-dire le fameux taux plancher auquel les banques ne peuvent pas déroger.
Peut-être c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, on n'en a pas souvent entendu parler, mais c'est ce qui a un petit peu plombé le marché immobilier, du crédit immobilier sur les 6 premiers mois de l'année en 2023. C'est-à-dire que la banque ne pouvait pas, prendre le taux qu'elle souhaitait. Il fallait que dans ce taux plafond, puisse rentrer le taux nominal, le coût de l'assurance, les frais de garantie, les frais de courtage et les frais de dossier et ça ne devait pas dépasser un certain seuil. Et le taux d'usure n'avait pas suffisamment augmenté par rapport à l'augmentation des taux, nominaux. Sauf que maintenant, comme cette hausse, elle a bien été, amorcée sur ces derniers mois, là, on est vraiment sur un taux, d'usure suffisamment haut pour que les banques, enfin, puissent prendre leurs marges et surtout, depuis le mois d'octobre, on assiste aussi à une remontée des taux qui n'est plus du tout significative comme sur les derniers mois. On sent que ça va, se stabiliser. On va vers une stabilisation des taux d'intérêt. Donc tout nous semble, plutôt au vert pour que, petit à petit, les banques reprêtent en 2024. Ce sera jamais sur les mêmes volumes que les années passées, c'est évident. Il y a beaucoup plus de restrictions aussi sur tout ce qui est taux d'endettement. Il y était la restriction sur le taux d'endettement, mais elles sont de plus en plus vigilantes parce qu'elles savent aussi que les prix des biens baissent, donc elles font attention aussi à ça. On a entendu aussi que Bercy, hein, hier a discuté avec, tous les professionnels du crédit immobilier sur comment peut-on essayer de refaire repartir, l'octroi des crédits. Donc ils ont proposé potentiellement des rallongements de durée. Donc ça s'adresse pas forcément aux non-résidents parce que, là, on parle de 27 ans, versus 25 et ça s'adresse plutôt à des résidences principales avec un certain seuil de travaux. Donc je dirais que c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour vous puisque ça concerne surtout le marché, on va dire des résidents. Mais disons qu'on sent que même le gouvernement cherche des solutions pour essayer de refaire repartir, l'octroi de crédit immobilier en France. Je me suis permise de vous remettre ce schéma. C'est un schéma qui est important parce que c'est le processus d'achat en France quand on fait aussi appel à un crédit immobilier. Parce que, si on veut mettre toutes les chances de son côté, voilà, pour être sûr que la banque, en dernière minute ne dise pas non, il faut déjà dans un premier temps valider ces possibilités de financement. Donc déjà faites un point avec votre banque en France. Si vous avez gardé une banque en France, voyez comment ils se positionnent vis-à-vis de votre, demande de prêt et mettez bien en avant votre sujet, votre non-résidence fiscale et voyez comment il se positionne. Si vous sentez qu'il n'arrive pas à prendre position vis-à-vis de votre dossier, de vous donner des critères, et des conditions, vous pouvez vous retourner vers un professionnel, pouvant vous accompagner sur, justement le conseil en financement immobilier. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'il faut faire avant de vous lancer dans une recherche de biens. Ensuite, une fois que vous avez identifié le bien qui vous convient, il est important de reprendre contact avec la personne qui vous avez validé. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le marché, ça change. Peut y avoir une banque qui finance un jour et l'autre, c'est assez, volatile, on va dire. Donc il est important de reprendre la température juste avant de signer le compromis et surtout quand, vous signez votre compromis, si vous faites appel à un crédit, prenez bien une clause suspensive. C'est-à-dire, voilà, si jamais la banque refuse le prêt, vous êtes protégé et vous récupérez votre dépôt de garantie. Et là, pareil, je préfère mettre un point d'alerte sur les délais parce que souvent les agents immobiliers ont tendance à mettre 45 jours. C'est trop court quand on est non résident. Il y a beaucoup plus d'étapes, dans un prêt immobilier il y a aussi la distance et il y a aussi l'ouverture de compte si c'est une nouvelle banque. Donc j'aurais tendance à dire, il est important de mettre plutôt 60 jours. 60 jours de délai pour avoir tout ce qu'il faut, un accord de prêt et une offre de prêt pour pouvoir signer, dans les 3 mois. En général, c'est 3 mois le processus. Là où je vois il y a des problèmes souvent sur les dossiers, c'est quand les clients ont signé un compromis et commencent juste après seulement les démarches de prêt. Ça, c'est très, très important et quand une banque vous dit: «Moi, je commence pas à regarder ou à vous donner un avis tant que vous n'avez pas signé la promesse», là, c'est même pas un bon conseil pour vous parce que c'est important de prendre la température.
Concernant les projets, que les banques financent, donc les prix vont certainement baisser. Pas de façon significative, mais ils vont baisser. Les banques vont être attentives à la localisation du bien. Ça, c'est très important et surtout, quelle sera la liquidité du bien? Ils vont regarder si on n'est pas dans une zone trop rurale, ils vont regarder aussi s'il y a une grosse enveloppe travaux, comment le bien va être valorisé à la fin des travaux. Donc, je dirais la localisation et la typologie des projets qu'on finance sera regardée. Le profil de l'emprunteur, il est tout à fait possible, et c'est beaucoup plus facile quand on est salarié versus chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que parfois, au sein des banques, il n'y a pas toujours la compétence pour comprendre la situation d'un chef d'entreprise, parce que souvent les chargés de compte, ils sont plus à l'aise avec des situations de salariés que des situations de professionnels qui sont plutôt suivies par des chargés professionnels au sein des banques françaises. Donc pareil, bien avoir l'antériorité si vous êtes chef d'entreprise. Il est possible d'emprunter en nom propre et en société. Donc la société en France, c'est soit la société civile immobilière, soit la SARL de famille. Par contre, peut y avoir des banques qui refusent, ce type de structuration. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus technique à monter et encore une fois de plus, elle va préférer de la simplicité. Donc pareil, n'hésitez pas à prendre conseil en amont, s'assurer que derrière, au niveau bancaire, ça peut suivre. Concernant les apports, on peut trouver des banques qui se contentent de 20 plus les frais, potentiellement pour un dossier qui vient de la zone Europe, mais il faudra être ouvert à un taux beaucoup plus cher et pareil, la banque regardera où se trouve le bien. Mais je dirais qu'en général, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut avoir entre 30 et 40 plus les frais de notaire pour aller chercher des solutions. Ça ne veut pas dire que tout sera demandé dans cet apport, parfois, l'apport peut se transformer en contrepartie financière. Mais si vous n'avez pas cette «somme de côté» entre guillemets pour avancer dans un projet d'achat en France, ça me semble compliqué pour les prochains mois, de trouver une solution en tout cas. Concernant les pratiques bancaires, vous allez voir, on va pas la banque ne va pas se contenter de uniquement financer votre bien, parce que pour elle, c'est pas une source de profit suffisante. Elle va vouloir, que potentiellement, si votre banque française ne vous suit pas, que s'il y a de l'épargne dans cette banque, que tout reparte chez elle. Voilà, elle va vouloir une mobilité bancaire et également, elle va, potentiellement vous demander l'ouverture du compte, de prendre quelques assurances avec elle pour que le dossier soit rentable. En France, généralement, pour les non-résidents, on est plutôt sur une durée maximum de 20 ans. Ponctuellement, on peut trouver du 25 ans, mais c'est très cher. Voilà. Hem, voilà, je pense qu'on a fait le point sur, les pratiques bancaires. Ah, bien sûr, souvent, hein, ce qui ressort, c'est, les, contreparties financières pour que le dossier soit rentable et surtout pour que la relation ne soit pas trop platonique, pour qu'il y ait des points épargne, tous les trimestres ou tous les 6 mois généralement, plutôt qu'un crédit généralement, il ne se passe pas grand chose avec le banquier et c'est plutôt, un compte très dormant et c'est vraiment ce qu'ils souhaitent éviter. Concernant, le profil de l'emprunteur, je vous disais donc personne physique, personne morale au niveau, de la structuration, c'est étudiable. Je mets aussi un point d'alerte, c'est sur l'âge. C'est important d'être, en âge d'emprunter. Donc alors c'est toujours un sujet, c'est difficile de vous donner un âge, ça dépend, du coût de l'assurance, ça dépend de chaque banque a ses spécificités vis-à-vis de l'âge. Certaines banques vont prendre que 60 des revenus en compte si le client a plus de 54 ans. D'autres banques vont demander, les projections en cas de retraite. Donc c'est vraiment du cas par cas, mais j'aurais tendance à dire, voilà, à partir de 54-55 ans, on va commencer à regarder un petit peu ce qui va se passer à la retraite et on ne sera pas forcément sur des durées de 20 ans, mais plutôt 15 ans. Voilà. Concernant le nombre d'emprunteurs, c'est important d'arriver avec une demande de prêt plutôt simplifiée et on a noté que quand on souhaite emprunter avec des amis, des frères, des sœurs, ça devient compliqué. On a vraiment peu de banques qui peuvent regarder ces dossiers ou qui sont intéressées. Car souvent, ce qu'il en ressort, ce sont des dossiers qui finissent au contentieux. Voilà. La situation professionnelle. Pour pouvoir emprunter, il faut avoir des revenus. C'est très important.
Même si on a des liquidités parfois conséquentes, si vous n'avez pas de revenus dans le cadre des règles, hein, il y a des règles qui sont mises en place par le gouvernement, et ben, on ne peut pas vous prêter de l'argent, voilà, étonnamment. Je dirais aussi sur les prochains mois, c'est vrai que les montants, en dessous d'un certain seuil sont plus difficilement finançables, étonnamment. C'est juste parce que encore une fois de plus, c'est moins source de profit pour la banque. Elle commence à peu près, hein, sur des dossiers à 350 000 – 300 000 €. Ça devient à peu près rentable pour elle. Mais c'est vrai qu'en dessous, elle va avoir du mal à prendre des frais de dossier. Elle va aussi avoir, un peu plus de sujets, bah, si le client il est un peu «âgé» entre guillemets, peut-être qu'il va y avoir le sujet du taux d'usure, mais je pense qu'on va avoir moins ces problèmes-là sur les prochains mois. Donc je dirais qu'il y a plus d'intérêt à partir d'un certain montant, au niveau des banques. Ça, c'est ce qu'on a pu voir. Voilà, après ça ne veut pas dire que si vous avez un projet à 200 – 250 000 que ça passera pas du tout, mais c'est vraiment le la tendance qui se dégage. Et pour pouvoir emprunter en France, s'il n'y a pas d'acceptation d'assurance, il n'y a pas de prêt, hein. La plupart des banques, je dirais 95 des banques en France demandent l'assurance emprunteur de droit français. Donc pareil, s'il y a des sujets, de santé, voilà, il faut anticiper ça et prendre conseil auprès d'un expert. Je me suis permise, pour que ce soit plus parlant, de prendre, 3 exemples, de ce qui s enfin 3 exemples que nous avons financés sur les 6 derniers mois, pour que vous puissiez vous projeter un petit peu sur, bah, comment les dossiers de non-résidents sont vus. Là, par exemple, on est sur un cas, de clients, qui sont en Grèce, qui, achètent à Paris. La banque leur a demandé 30 d'apport plus les frais et en plus de ça, on leur a demandé un placement d'environ, 2 ans, de mensualité. Ce placement s'est fait sur un compte à terme qui, en ce moment, rémunère à peu près à entre 3 et 4. Les clients ont eu un taux à 4,55 fixe sur 20 ans, hors assurance. Autre cas, donc là, on va en région. Là, c'est donc un bien à Saint-Gervais-les-Bains. Donc c'était un bien en VFA, donc en vente, en état fut en donc en dans le neuf, pardon. Vente en état futur d'achèvement. Donc la banque c'était une banque privée qui a voilà, c'était un beau profil et la banque a voulu financer la totalité, de l'opération moyennant un dépôt de 150 000 €. Voilà, les clients allaient de toute façon faire ce dépôt et finalement, se sont dit: «Pourquoi pas? Je fais le dépôt». Le taux est très intéressant, donc là, c'était en mai 2023, donc attention, maintenant on est plus au-dessus des 4, hein, maintenant pour les non-résidents. Donc ils ont eu 3,35 sur 20 ans avec une banque privée, en local. Voilà et puis le dernier cas que nous venons de terminer, donc là, ce sont des clients qui sont basés au Royaume-Uni, qui ont acheté un bien à Bornes-les-Mimosas à 1,5 million. Ils ont apporté 20 plus les frais et la banque leur a demandé de placer 10 du montant emprunté, donc sur un portefeuille, investi, avec un gestionnaire de patrimoine et ils viennent d'obtenir donc 4,60 sur 20 ans. Pour répondre à la question de départ, c'est vrai, les ventes ont chuté, il y a eu une véritable baisse du pouvoir d'achat, le coût des matières premières, l'énergie, l'alimentation. 2023 était une année très difficile sur, tout ce qui est immobilier et crédit immobilier. C'est vrai, les critères se sont durcis, que ce soit en matière d'apport ou de taux d'endettement. On a aussi senti, un durcissement au niveau, réglementaire, pour tout ce qui est des logements en matière de performance énergétique, hein. Même les banques, regardent, cette fameuse lettre, c'est-à-dire que si un client nous sollicite pour financer un bien avec une lettre F, c'est-à-dire que c'est une très mauvaise note, et que le projet a pour vocation de faire de l'investissement locatif, la banque va imposer, que dans son enveloppe de financement, elle va englober les travaux, par exemple. Pour pouvoir accepter de financer un bien F, elle voudra s'assurer que le bien en enfin les travaux vont améliorer cette lettre. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a plusieurs sujets techniques, mais nous restons tout de même optimistes pour la suite.
On sent que les banques reviennent, on reçoit des appels de banquiers pour nous dire qu'ils reprennent progressivement. Ce sera jamais, jamais la production de l'an passé, mais en tout cas, on sent une reprise progressive et on sent que le gouvernement est vraiment là aussi pour soutenir cette reprise. Donc 2024 pour moi, ce sera la stabilisation des taux. On va pas partir sur des baisses, non plus. Je pense que ça va rester, voilà, comme ça sur, toute l'année 2024. Tout en sachant que si vous êtes encore dans la réflexion, d'acheter ou pas, je dirais qu'avec ces baisses de prix, il va y avoir des opportunités, c'est évident, hein. Nous, on finance beaucoup les professionnels de l'immobilier et donc eux, ils sont en train de s'armer pour 2024, commencer à chercher des financements pour dès qu'ils vont voir des opportunités, ils vont tout de suite, sauter sur l'occasion. Donc j'aurais tendance à dire, si vous aviez, ce projet en tête et que vous êtes prêt à oublier en effet ce taux d'intérêt qui est malgré tout élevé, je dirais que, bah, c'est quand même le bon moment. Il y a des belles opportunités, il va y avoir les JO, donc des belles perspectives de rentabilité, si vous arrivez à mettre, ce projet en vous arrivez à mener à bien ce projet d'ici juin. Il y a toujours une tension, hein, locative, sur les biens, parisiens, ça c'est évident, donc je dirais que voilà, si vous avez, budgété, cet apport, vous êtes prêt à oublier ce taux, tout en sachant que potentiellement dans les prochaines années quand ça rebaissera, il y aura des possibilités de racheter son crédit, hein, ça c'est possible. Bien sûr, il y a toujours des pénalités, sachez-le. Vous pouvez intenter des renégociations en interne avec la banque. Donc déjà, il y a des frais de dossier pour ça et le taux ne sera jamais le taux du marché, mais un taux d'équivalence, voilà. Et pour, tous les clients qui souhaitent, acheter malgré tout une résidence secondaire, j'aurais tendance à dire: on peut toujours attendre, hein, c'est sûr. Mais si jamais c'est le bien qu'il vous faut, parce qu'une résidence secondaire, c'est pas toujours facile à trouver, surtout si c'est en bord de mer, parfois, bah, la demande, elle reste malgré tout élevée. J'aurais tendance à dire, peut-être privilégier le côté émotion, versus le côté coût si vous pouvez vous le permettre et encore garder en tête que si jamais dans quelques années ça rebaisse, potentiellement vous repartez sur un rachat de crédit. Et par rapport aux clients qui rentrent en France, qui sont en train de préparer un retour, là, c'est pareil, c'est peut-être attendre, pour voir comment ça se passe, mais sachez qu'il y a aussi le déménagement en 2 temps. C'est-à-dire, bah, si vous rentrez, d'abord il y a la location, puis après il faut trouver le bien et redéménager. Est-ce que ça en vaut la peine? Pareil, hein, d'ici quelques années, surtout si vous habitez en France, les banques sont tout à fait, ouvertes à racheter votre crédit au taux du marché. Donc voilà, bah, écoutez, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Sachez que vous allez aussi, recevoir le replay de cette présentation, dès demain par, les membres de l'UFE. Et puis vous avez mes coordonnées, mon mail. Si vous avez, voilà, des cas particuliers, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous, pour que nous puissions, échanger sur votre situation. Alors, je vais prendre la première question qui me vient. «Bonjour, je réside en Allemagne avec mon époux qui est lui allemand. Nous aimerions financer un habitat secondaire en France. Faudrait-il que la demande soit à mon nom ou est-ce sans importance?» Déjà, dans un premier temps, j'aurais tendance à dire: est-ce que pour le crédit, on a besoin des revenus, du foyer, totaux? Ou est-ce que, vous pouvez vous permettre d'emprunter seul ou pas? Tout en sachant que quand on est dans une combinaison d'un couple franco, autre nationalité, ça ne pose pas de problème. C'est le fait déjà d'avoir un dénominateur commun qui a la nationalité française, c'est déjà très, très bien pour les banques. Donc j'aurais tendance à dire, si on a besoin de revenus, c'est peut-être mieux de faire venir votre, mari sur la demande de prêt. Par rapport à l'Allemagne, je mets juste un petit bémol et ça peut être assez choquant, mais les banques vont vous demander des traductions de documents. Donc le plus de documents que vous pouvez avoir en anglais de par vos employeurs, le mieux c'est. Voilà, ou si jamais vos banques, peuvent extraire des relevés en anglais, je l'ai déjà vu pour l'Allemagne,
n'hésitez pas, ça va vous faire, économiser un peu d'argent sur les traductions parce qu'elles doivent être assermentées. Je vais prendre la question de Julien. Je suis résident suisse et je souhaite, acheter sur Paris. Quelles sont les banques les plus actives sur ce type de transaction? Alors, j'aurais tendance à vous dire, généralement la Suisse, il y a pas vraiment de sujet au niveau du pays de résidence. Toutes les banques sont plus ou moins ouvertes à une personne qui réside en Suisse. Hem Par rapport aux banques, j'ai pas de nom de banque, c'est toutes les banques, hein, après c'est des départements bien spécifiques, qui ont l'habitude de gérer des non-résidents et chaque banque a ses critères, va avoir ses demandes d'apport minimum ou de contrepartie financière. N'hésitez pas à nous interroger. Hem, mmh, je vais prendre la question de: la norme en France est-elle toujours le prêt à taux fixe? Oui, généralement. Alors on a quelques clients parfois qui nous demandent le taux variable et ce qui va être de retour. Je l'ai vu de temps en temps sur des barèmes de banque, mais j'avoue que pour l'instant, tous les dossiers que nous avons financés se sont pratiqués à taux fixe et je n'ai pas encore, finalisé de dossier à taux variable. Voilà, c'est vraiment la tendance, c'est le fixe. C'est aussi d'ailleurs un avantage, hein, du marché français, du crédit. Voilà, on sait où on va, c'est pour ça aussi que les prix de l'immobilier restent stables. Même si on va vers une baisse, ça va jamais être sur une baisse très significative. Donc ça, c'est vraiment un avantage et puis surtout le consommateur est très protégé en France, hein. Bah, le taux d'usure justement, c'est aussi pour vous protéger. On le voit pas comme ça, même si ça nous a vraiment pénalisés en 2023, mais c'est vraiment pour que les banques n'abusent pas non plus, du client au niveau de la tarification. Alors je vais regarder les autres questions. Alors je vais regarder. Ensuite, vous dites à la fois que la localisation à la campagne est un handicap, mais qu'il regarde l'évolution des prix et que jusqu'à présent baisse moins à la campagne. N'y a-t-il pas une réponse? Normand, ça dépend. Alors, pourquoi? Alors la campagne, il y a pas de sujet particulier, mais c'est vrai que ça baisse moins en effet, en région que l'Île-de-France. Après, il va y avoir entre, une station balnéaire, par exemple La Baule versus un bien dans la Creuse, va y avoir un sujet, voilà. Donc c'est surtout ça, qui va être regardé. Voilà. Alors je vais prendre la question de Romain. Bonjour, merci pour la présentation. Je note que les banques françaises imposent toujours autant de conditions pour l'octroi d'un prêt, ouverture de compte, assurance, carte. Vivant en Allemagne, quels sont les avantages de passer par une banque française? Alors, est-ce que vous avez sollicité une banque allemande et est-ce que cette banque allemande a accepté de prêter en France? Parce que moi, de ce que j'ai compris, les banques allemandes ne prêtent pas directement sur un bien en France. Ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent en garantie un bien en Allemagne pour vous prêter en France et c'est vrai, je l'ai vu par le passé, des clients ont fait la différence entre, soit prendre un crédit sur, leur résidence principale puisqu'ils pouvaient faire un prêt hypothécaire pour financer un bien en France et souvent, le taux alors ça, c'était sur les dernières années, le taux était plus intéressant en Allemagne qu'en France. Donc là, ça dépend, je connais pas très bien les taux en Allemagne et surtout, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir, un bien en Allemagne pris en garantie pour pouvoir financer en France? Voilà, c'est surtout ça la question. Moi, je dirais tendance à dire quand on peut emprunter en France, c'est mieux d'emprunter sur le bien, français pour plein de raisons, notamment, en matière de succession, hein. Quand on hérite, la dette est enlevée de l'actif successoral. Après, si jamais on est sur des biens assez, on va dire des biens en termes de valeur qui vont dans le radar de l'IFI, c'est toujours bien d'avoir de la dette en France pour pouvoir le déduire justement de cet immobilier. Alors,
Je reprends la question de Bruno. Je repose ma question. Bonjour, pouvez-vous parler de nouvelles mesures sur la résidence secondaire, taxe d'habitation, taxe foncière? De notre côté, nous sommes inquiets. Alors là, par exemple, je suis pas la personne, là-dessus, je n'ai pas les réponses. Après les taxes foncières, ça c'est évident et ça dépend de l'endroit où vous achetez, et c'est plutôt un agent immobilier qui pourra vous répondre, sur ce point. Alors bien sûr, il y a aussi des sujets sur tout ce qui est Airbnb. Hem voilà, la taxation sur les résidences secondaires et la taxe d'habitation, je dirais que c'est propre au lieu où vous achetez parce que je pense que c'est un positionnement qui est fait plutôt en local, donc c'est pour moi, ce sera difficile de vous répondre, de façon, générale. Voilà, désolée. Alors, une autre question: «Je suis résident en Espagne, j'ai hérité d'un bien en Espagne avec mes frères et sœurs, je souhaite racheter leur part, impossible d'avoir un prêt d'une banque française pour ce projet». Alors en effet, hein, pourquoi c'est pas possible d'avoir un prêt pour ce projet? Parce que le bien, il est en Espagne, pour les banques françaises, elles n'arrivent pas encore, enfin elles le faisaient, mais c'est de plus en plus difficile, elles ne peuvent pas aller chercher une garantie sur le bien en Espagne. Elles peuvent pas exercer, de garantie. Donc là, pour le coup, il faut voir justement en local, c'est-à-dire en Espagne. Il faut interroger un courtier, habilité à répondre à ce genre de demande. Moi, j'ai des contacts si vous avez besoin, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et je peux vous rediriger vers un confrère qui pourra étudier votre demande. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est par rapport aux garanties qui sont exercées. Bonjour, pouvez-vous expliquer avantages, inconvénients du crédit logement proposé en France? Donc, le crédit logement, c'est une forme de garantie qui est prise pour garantir le prêt avec la banque. Donc, quand vous sollicitez une banque en France, soit la banque préfère prendre une hypothèque sur le bien, donc une garantie réelle sur le bien, c'est-à-dire que si demain vous ne payez pas, elle peut exercer sa garantie sur le bien. Versus Crédit Logement, qui est un organisme de caution qui va, cautionner votre dossier et de ce fait, il n'y aura pas d'enregistrement d'hypothèque sur votre bien. Alors les avantages, justement, il n'y a pas d'inscription, je dirais sur le bien, donc c'est toujours, toujours bien. Après au niveau du coût, c'est un tout petit peu plus cher que, prendre une hypothèque classique et à la fin, aussi du prêt, vous pouvez demander à Crédit Logement de vous rembourser une petite partie de ce cautionnement. Alors c'est un peu, ça n'a jamais été très, très clair sur le remboursement donc en général, je crois que c'est un tiers, pas plus, et j'ai souvent entendu que ça n'avait pas été remboursé tout de même. Donc je dirais que c'est l'absence d'inscription versus, pour une hypothèque, enfin, classique, c'est l'inscription. Mais parfois, on n'a pas toujours le choix. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui ont des circuits de décision différents. Certaines banques vont préférer exercer une garantie réelle sur le bien, parce que ça va les rassurer et d'autres banques vont se dire: «Je préfère, m'appuyer sur Crédit Logement, pour, ce dossier». Comme ça, j c'est moins de travail aussi si jamais le client ne paye pas, hein, automatiquement, bah, le Crédit Logement va cautionner le dossier et rembourser potentiellement la banque. Donc j'aurais tendance à dire, c'est pas vous qui décidez sur le type de garantie, c'est vraiment la banque et souvent ce qu'on a vu, pour les banques qui demandent absolument à ce que les clients passent par Crédit Logement et pour ça, il faut être français de nationalité, pas forcément résident, mais français salarié. Ça, c'est important pour pouvoir être éligible à Crédit Logement et quand, Crédit Logement refuse le cautionnement, elle préfère ne pas prendre le dossier et refuser le dossier généralement. C'est très rare quand elle se dit: «Finalement, je vais exercer une garantie réelle». Voilà. Alors, autre question, comment ça se passe pour les prêts rénovation? Je réside en Espagne, j'y suis salariée. Mon bien est en Martinique. Les banques françaises étudieront donc mes revenus espagnols.
Oui, 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 les revenus, espagnols seront pris en compte. Alors par rapport aux prêts rénovation, généralement, c'est beaucoup plus difficile à financer. Pourquoi? Parce que travaux seuls, elles ont un tout petit peu plus de mal, donc il faut voir, est-ce que les travaux vont apporter, de la valeur suffisante par rapport au bien qui sera pris en garantie pour les travaux? Donc votre demande s'étudie et je vous confirme que ce sera bien les revenus espagnols qui seront étudiés. Voilà, vous êtes non résidente qui est achetée donc dans un territoire, dans un DOM-TOM. Donc potentiellement, on peut regarder votre dossier. Alors je vais prendre une dernière question. Là, c'est une question de Jean-Baptiste. Bonjour, est-ce qu'il est possible de financer des travaux d'un bien détenu par une SCI à l'IS pour découpler les fiscalités de notre couple en Allemagne de celles de nos investissements en France, alors que les parts sociales de cette SCI sont détenues à 98 par une SAS holding à l'IS en France, les 2 derniers pourcents pour mon épouse et moi. Quelles seraient les contreparties requises pour un montage s'autofinançant de qui est bénéficiaire effectif? Alors Jean-Baptiste, j'aurais tendance à dire que cette demande est vraiment un cas particulier et je vous invite à me contacter pour qu'on puisse regarder le dossier dans son ensemble. Voilà, parce qu'il y a plusieurs sujets. Là, on est sur une SCI avec, une autre personne morale dans l'actionnariat, donc j'ai juste besoin d'avoir un peu plus, d'informations. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, on prend rendez-vous et on échange sur votre demande. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour votre écoute. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez la moindre question, vous avez mes coordonnées. En tout cas, je reste, optimiste. Ça va reprendre progressivement, lentement mais progressivement. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée. Au revoir.